Bonjour esprit curieux, bienvenue à nouveau dans cet espace de réflexion. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage vers l'un des sommets les plus hauts et les plus mystérieux de la pensée humaine. Nous allons parler d'un philosophe qui n'a pas seulement pensé la réalité, mais qui a tenté d'expérimenter son origine absolue. Imaginez un instant que tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez et tout ce que vous ressentez ne soient pas des fragments isolés, mais des rayons de lumière provenant d'un seul soleil invisible. C'est la vision de Plotin, le père du néoplatonisme et peut-être le mystique le plus rationnel de l'Antiquité. On étudie souvent Platon et Aristote comme les piliers de la Grèce, mais Plotin est le pont vital qui relie la sagesse classique à la théologie médiévale et au mysticisme occidental. Sans lui, l'histoire des idées et même des religions, comme le christianisme, serait méconnaissable. Sa philosophie est une carte de l'univers, mais c'est aussi un guide de voyage pour l'âme humaine. Il nous enseigne que nous ne sommes pas des étrangers dans ce monde, mais des exilés qui ont oublié le chemin de la maison. Aujourd'hui, nous allons tracer cette carte et découvrir comment revenir à l'origine. Mais avant de nous plonger dans la métaphysique de la lumière et de l'obscurité, nous devons faire une pause importante pour être transparent avec vous sur la nature visuelle de cet essai. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser s'envoler votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Plotin, nous devons nous situer au IIIe siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain, cette machinerie colossale d'ordre et de puissance, commençait à craquer. C'était une époque d'anxiété et d'instabilité politique et d'une profonde quête spirituelle. Au milieu de ce chaos, Plotin est né en Égypte vers l'an 204. Bien qu'il ait été écrit en grec et enseigné à Rome, son origine égyptienne a peut-être influencé cette soif de transcendance. Ce n'était ni un politicien ni un agitateur, c'était un maître du silence et de la contemplation. Nous savons beaucoup de choses sur sa vie grâce à son disciple Porphyre, qui a écrit sa biographie. Porphyre nous raconte quelque chose de fascinant. Plotin semblait avoir honte d'être dans un corps physique. Il ne voulait pas qu'on fasse son portrait et ne parlait jamais de son enfance. Pour lui, le physique était une prison. À 28 ans, insatisfait des maîtres d'Alexandrie, il rencontra Ammonios Sakas. Ce fut une révélation. Ammonios était un socratique mystérieux qui n'a rien écrit, mais qui a allumé la flamme philosophique chez Plotin. Après cela, Plotin décida de se joindre à une expédition militaire en Perse. Son objectif n'était pas la guerre, mais de découvrir la sagesse des Perses et de l'Inde. Bien que l'expédition ait échoué, ce désir de se connecter à la sagesse orientale montre que son esprit cherchait une vérité universelle au-delà des frontières grecques. Finalement, il s'installa à Rome. Il y fonda une école, mais pas une académie formelle et rigide. C'était un cercle d'amis et de disciples, incluant des sénateurs et des femmes, où l'on lisait des textes de Platon et d'Aristote, mais on les discutait avec une liberté et une profondeur nouvelles. Plotin n'a rien écrit pendant longtemps. Ce n'est que sous la pression de ses étudiants qu'il commença à rédiger ses traités. Ces écrits la furent ensuite organisés par Porphyre en 6 groupes de 9 traités chacun, connus aujourd'hui sous le nom d'Énéades. Les Énéades ne sont pas un système froid et calculé. Elles sont le registre d'un esprit vivant, luttant pour exprimer l'inexprimable. Le style de Plotin est dense, parfois difficile, mais rempli d'images poétiques éblouissantes. C'est de la philosophie devenue prière et méditation. Maintenant que nous connaissons l'homme, entrons dans sa vision. Le problème central de Plotin est le suivant. Comment la multiplicité que nous voyons dans le monde peut-elle surgir d'une unité parfaite? Si l'origine est 1, pourquoi y a-t-il tant de choses différentes? Pour répondre, Plotin structure la réalité en 3 niveaux fondamentaux, ou hypostases. Ce ne sont pas des lieux physiques, mais des niveaux de réalité et de conscience. Au sommet de tout, au-delà de l'être et de la pensée, se trouve l'un. L'un, ou en grec « to hen », est le principe absolu. Il est si simple et parfait que nous ne pouvons pas le décrire avec des mots. Dire qu'il est ou qu'il est bon revient déjà à le limiter, car nous lui attribuons des qualités. L'un est au-delà de toute catégorie. Pensez à l'un non pas comme à un dieu personnel de type Zeus ou Jéhovah qui prend des décisions et se met en colère. L'un n'a ni volonté ni désir, car s'il désirait quelque chose, cela signifierait qu'il lui manque quelque chose. Et à l'un, il ne manque rien. C'est la plénitude totale. Plotin utilise la métaphore du soleil pour expliquer cela. Le soleil ne décide pas d'illuminer, il brille simplement par sa propre nature. Il ne perd rien en émettant de la lumière. De la même manière, l'un déborde de réalité sans se diminuer lui-même. C'est ce que nous appelons l'émanation. Cette idée d'émanation est cruciale. Ce n'est pas une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, comme dans le christianisme ultérieur. C'est un débordement nécessaire. La réalité coule de l'un comme l'eau coule d'une source inépuisable qui ne se vide jamais.
Si l'un est l'unité absolue, quelle est la première chose qui émane de lui? Ici, nous entrons dans la deuxième hypostase, le nous, que nous pouvons traduire par l'intellect, l'intelligence ou l'esprit divin. Le nous est le résultat de la contemplation de l'un par lui-même. Mais attention, en se contemplant, une dualité surgit, celui qui pense et ce qui est pensé. C'est ici que naît la première multiplicité. C'est ici que naît l'être véritable. Dans le nous résident les idées platoniciennes. C'est le monde des formes parfaites, la justice, la beauté, le bien. Ce ne sont pas des concepts abstraits dans notre esprit, ce sont des réalités vivantes et éternelles. Le nous est l'esprit de Dieu rempli de tous les archétypes. Imaginez le nous comme un prisme qui reçoit la lumière blanche pure de l'un et la décompose en spectre de toutes les formes possibles d'être. C'est l'unité dans la multiplicité. Toutes les idées sont là, distinctes, mais unies dans une intelligence suprême. Mais l'émanation ne s'arrête pas là. Du nous, qui est éternel et immobile, émane la troisième hypostase, l'âme ou psyché. L'âme est le pont entre le monde éternel des idées et le monde physique et temporel que nous habitons. L'âme a une double nature. Une partie regarde vers le haut, contemplant le nous et les idées éternelles. L'autre partie regarde vers le bas, vers la matière, et ce faisant, elle génère le cosmos physique, le temps et l'espace. Plotin fait ici une distinction magnifique entre l'âme du monde qui gouverne l'univers avec perfection et nos âmes individuelles. En réalité, elles sont de la même essence, mais nos âmes sont descendues trop bas et ont oublié leur origine. L'âme, en voulant créer et ordonner, produit le temps. Plotin définit le temps d'une manière brillante comme la vie de l'âme en mouvement de transition. Le temps surgit parce que l'âme ne peut pas posséder toute la réalité d'un coup, alors elle la déploie étape par étape. Et nous arrivons ainsi au dernier échelon de l'escalier, la matière. Pour Plotin, la matière est le point final de l'émanation. C'est là où la lumière de l'un s'estompe jusqu'à presque s'éteindre. C'est l'obscurité, la privation d'être. C'est crucial pour comprendre le problème du mal. Pour Plotin, le mal n'est pas une force opposée au bien, comme un démon luttant contre Dieu. Le mal est simplement l'absence de bien, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. La matière n'est mauvaise que dans le sens où elle est le point le plus éloigné de l'un. C'est la dispersion, le manque de forme. Le mal moral survient quand l'âme humaine s'attache trop à cette matière et oublie sa véritable demeure dans le monde intellectuel. Nous avons donc ce panorama. L'un déborde dans le nous dans l'âme, et l'âme donne forme à la matière. C'est une cascade de réalité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est ici que commence la partie pratique pour nous. Car si tout vient de l'un, tout aspire à retourner à l'un. C'est le mouvement de retour, le épistrophé. Et l'être humain a un rôle privilégié dans ce retour. Nous sommes des amphibiens spirituels, vivant entre la matière et l'esprit. La philosophie de Plotin n'est pas seulement de la théorie, c'est une thérapie pour l'âme. Son objectif est de nous guider dans l'ascension de retour à la maison. Et comment commençons-nous ce voyage? D'abord, par la vertu et la purification, ce qu'il appelle la catharsis. Nous devons discipliner le corps et les passions, non pas parce que le corps est odieux, mais parce que son bruit constant nous distrait. Nous avons besoin de calme pour pouvoir entendre la voix de l'intellect en nous. C'est se déconnecter du monde extérieur pour se connecter à l'intérieur. Une fois purifié, l'étape suivante est l'intellectualisation. Nous devons étudier la philosophie, les mathématiques, la dialectique. Cela entraîne notre esprit à voir au-delà du particulier et à saisir l'universel. C'est apprendre à penser comme le nous, mais il y a un chemin plus direct et plus beau que Plotin apprécie profondément, l'esthétique. La beauté dans le monde physique est un rappel, une empreinte de la beauté du monde idéal. En voyant quelque chose de beau, l'âme se souvient de son origine. Quand vous tombez amoureux ou que vous êtes ému par une œuvre d'art, vous ressentez un désir profond. Ce désir ne s'adresse pas à la personne ou à l'objet en soi, mais à la beauté absolue qui brille à travers eux. L'artiste, pour Plotin, est quelqu'un qui peut apporter cette lumière dans le monde matériel. Ici, nous arrivons à l'une des citations les plus célèbres et les plus puissantes de Plotin. Il nous dit « Retourne en toi-même et regarde. Si tu ne vois pas encore la beauté en toi, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Enlève le superflu, redresse ce qui est courbe, nettoie ce qui est sombre pour le rendre brillant, et ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la splendeur divine de la vertu. » C'est une invitation à l'autotransformation active. Mais l'intellect et la beauté ne nous mènent que jusqu'à la porte. Pour franchir le seuil final et s'unir à l'un, nous devons laisser derrière nous jusqu'à la pensée elle-même. La pensée implique la dualité, le sujet et l'objet, alors que l'un est unité pure. L'étape finale est l'extase. Le mot extase en grec signifie être hors de soi. C'est un moment mystique où l'âme transcende ses propres limites, oublie qui elle est et se fond dans l'absolu, comme une goutte d'eau dans l'océan. Plotin ne parlait pas de cela par théorie.
Porphyre nous raconte qu'il a vu son maître atteindre cet état d'union mystique 4 fois durant les années qu'ils ont passées ensemble. Ce n'est pas un état permanent tant que nous vivons, mais un aperçu de notre destin final. Cette union est décrite comme le vol du seul vers le seul. C'est une expérience de solitude, mais pas de tristesse, plutôt de plénitude. Il n'y a plus de moi et de toi, ni de ceci et de cela. Il n'y a que la présence pure. Maintenant, pourquoi tout cela est-il important aujourd'hui? Pourquoi lire un mystique du IIIe siècle? Parce que Plotin a façonné l'architecture spirituelle de l'Occident. Son influence fut souterraine, mais sismique. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église catholique, a lu les Énéades et a été bouleversé. Il a trouvé chez Plotin le cadre intellectuel pour comprendre Dieu, l'âme et le mal. Sans le néoplatonisme, la théologie chrétienne serait radicalement différente. L'idée que le mal est l'absence de bien, l'idée de l'âme immatérielle, la vision de Dieu comme un être infini et intemporel, tout cela est entré dans le christianisme par la porte qu'a ouverte Plotin. Plus tard, à la Renaissance, des philosophes comme Marcille Ficin ont redécouvert Plotin. Cela a stimulé l'humanisme et l'idée que l'être humain est un microcosme reflétant l'univers entier. L'art de Botticelli ou de Michel-Ange respire le néoplatonisme. Même à l'époque moderne, les poètes romantiques et les philosophes idéalistes ont bu à cette source. L'intuition qu'il existe une unité sous-jacente derrière la diversité de la nature est une idée profondément plotinienne. Mais au-delà de l'histoire, Plotin nous défie au niveau personnel. Nous vivons dans une ère de distraction, de fragmentation et de matérialisme. Nous nous définissons par ce que nous possédons, par notre image extérieure, par le bruit des réseaux sociaux. Plotin nous dit « arrête-toi, ferme les yeux ». Éveille une autre façon de voir, que tous possèdent, mais que peu utilisent. Il nous invite à nous rappeler que notre véritable valeur ne dépend de rien d'extérieur, mais de cette étincelle divine que nous portons en nous. Sa philosophie est un rappel de notre dignité. Nous ne sommes pas des accidents biologiques dans un univers froid. Nous sommes des rayons de lumière d'une source éternelle. Et notre travail dans cette vie est de polir le miroir de notre âme pour que cette lumière se reflète avec clarté. Peut-être n'avez-vous pas besoin de croire à la métaphysique exacte des hypostases pour apprécier son message. L'idée de chercher l'unité, de cultiver la vie intérieure et de voir la beauté comme un chemin vers la vérité reste révolutionnaire. Le voyage de Plotin est le voyage de la conscience humaine se cherchant elle-même. C'est l'éternel retour à la maison. Et sur ce chemin, nous découvrons que nous n'avons jamais été vraiment loin. L'un a toujours été là, attendant que nous tournions notre regard. J'espère que ce parcours à travers la pensée de Plotin a allumé en vous une étincelle de curiosité. Il y a bien plus dans les Énéades que ce que nous pouvons couvrir ici, mais j'espère vous avoir donné la carte de base. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs de la philosophie antique, pensez à vous abonner. Ici, nous continuerons d'explorer les grandes idées qui ont façonné notre monde. Laissez un pouce bleu si vous avez trouvé de la valeur ici. Et dites-moi dans les commentaires, quelle partie de la philosophie de Plotin vous parle le plus? L'idée de l'un, l'émanation ou le retour de l'âme? J'aurai grand plaisir à vous lire. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. N'oubliez pas, sculptez votre propre statut. À la prochaine, chercheurs de vérité. Avant de nous quitter, une brève note sur la dialectique. Pour Plotin, ce n'est pas seulement de la logique, c'est l'art de séparer l'âme du sensible pour l'élever. C'est l'entraînement rigoureux qui nous permet de cesser d'avoir des opinions sur les choses et de commencer à connaître la vérité des choses. C'est l'étape préalable indispensable au mysticisme. Sans intellect, le mysticisme peut n'être qu'une confusion émotionnelle. Cette fois, nous fermons le livre pour aujourd'hui. Que la beauté vous accompagne. Comme appendice mental, pensez à la façon dont la physique moderne parle du Big Bang, une singularité d'où tout émerge. Curieusement, la science et Plotin se rejoignent dans cette intuition d'une origine unique et explosive. Cette connexion entre l'ancien et le moderne est ce qui maintient ces penseurs vivants. Ce ne sont pas des pièces de musée, mais des interlocuteurs éternels. Écoutez-les attentivement. Revoyons l'éthique une fois de plus. Le bonheur pour Plotin ne réside pas dans les plaisirs physiques, mais dans l'autarcie, l'autosuffisance du sage qui possède sa richesse intérieure. Rien d'extérieur ne peut nuire à l'homme qui vit dans le nous. C'est une liberté radicale. Si votre trésor est votre propre âme et sa connexion avec le divin, la pauvreté, la maladie ou l'adversité sociale ne touchent que votre enveloppe extérieure, pas vous-même. C'est une armure invincible. Plotin est mort en l'an 270, souffrant d'une maladie douloureuse, probablement la lèpre. Mais ses dernières paroles furent « Efforcez-vous de réunir le divin qui est en vous au divin qui est dans l'univers ». Cet adieu résume toute sa vie. Aucune plainte, juste une dernière instruction pour le voyage. Un maître jusqu'au dernier souffle. Réfléchissez à cette phrase cette semaine. Qu'est-ce qui est divin en vous? Comment le connectez-vous au tout? C'est une question qui peut changer, ne serait-ce qu'un peu, votre façon de vivre vos journées. La philosophie ne sert à rien si elle reste dans les livres. Elle doit descendre dans la rue, entrer dans nos décisions, calmer nos angoisses.
Plotin est un pharmacien de l'âme. Utilisez sa médecine. Merci pour votre temps et votre attention, les ressources les plus précieuses que vous ayez. Utilisez-les sagement. On se retrouve pour la prochaine analyse. Un dernier détail sur la Providence. Plotin croyait que l'ordre du monde est beau et juste, même avec ses ombres. Les ombres sont nécessaires au tableau complet. Ne rejetez pas les parties sombres de votre vie, intégrez-les. Tout s'emboîte dans la grande danse de l'univers. Chacun de nous a un pas à faire. Assurez-vous que votre pas soit conscient et beau. Désormais, le script arrive à sa fin naturelle. Nous avons couvert l'ascension et la descente, l'un et la matière. Le cercle se referme. Merci encore. Abonnez-vous, partagez et continuez de réfléchir. Le monde a besoin de plus de philosophes du quotidien. À bientôt et souvenez-vous, comme le disait Plotin, jamais l'œil n'eût vu le soleil s'il n'était d'abord devenu semblable au soleil. Vous avez de la lumière en vous. Utilisez-la. En explorant l'influence sur le soufisme islamique, des penseurs comme Ibn Arabi résonnent aussi avec cette unité. La vérité n'a pas de frontières religieuses. Le néoplatonisme a voyagé jusqu'à Bagdad et Cordoue. C'est fascinant de voir comment les idées migrent et se transforment. Plotin n'est pas seulement grec, il est universel. Il appartient à l'humanité. La prochaine fois, nous pourrions explorer Proclus ou Jamblique, les successeurs qui ont ajouté la théurgie et les rituels au système. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Gardez l'esprit ouvert mais l'esprit critique. N'acceptez rien sans le passer par votre propre note. C'est la leçon finale. Merci à tous les membres de la chaîne qui rendent cela possible. Votre soutien nous permet de continuer à investir du temps dans ces sujets denses. Si vous voulez approfondir, je vous recommande la lecture des Énéades. C'est intimidant, mais cela vaut la peine de lire ne serait-ce qu'un seul traité. N'ayez pas peur des textes difficiles. Ce sont des haltères pour le cerveau. Ils renforcent l'entendement. Nous nous quittons sur l'image du phare. Plotin fut un phare dans l'obscurité de la chute de Rome. Soyons des phares à notre propre époque. Merci chercheurs de vérité. Soyez bons, soyez sages. Oh, à la fois.